Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire ? 2 anciens agents du renseignement français ont été mis en examen, soupçonnés d'avoir livré des informations secrètes aux autorités chinoises. Pékin aurait cherché à espionner le renseignement extérieur français. L'un des agents travaillait à Pékin, selon l'émission Quotidien, qui a révélé cette affaire jeudi soir. 2 agents secrets se faisant rattraper par la DGSE. Ça peut paraître fou comme histoire et pourtant c'est bien ce qui s'est passé. Un procès a même eu lieu en 2020. Trahir son pays, c'est le crime ultime. Un geste irréversible, une rupture avec tout ce qu'on a juré de protéger. France, fin des années 90, 2 hommes travaillent pour l'ombre. Agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, leur mission est claire. Protéger la République des menaces étrangères. Ils sont formés à déceler la manipulation, à contrer l'espionnage, à défendre coûte que coûte leur pays. En gros, ils travaillent dans l'ombre partout dans le monde pour nous protéger. Mais personne n'imagine alors que ces 2 espions français vont eux-mêmes franchir la ligne. Et qu'au fil des années, ils livreront à la Chine certains des secrets les plus sensibles de la France. Comment des types formés à déjouer l'espionnage peuvent-ils se faire retourner aussi facilement ? Voici l'histoire de leur chute. Lui, c'est Henri M. Son vrai nom n'est pas connu pour des raisons de confidentialité. C'est secret défense, même en consultant des articles à l'étranger, son nom n'est pas divulgué. Henri est en réalité un militaire de carrière, devenu chef de poste DGSE à Pékin en 1997. Il parle couramment le mandarin et son parcours est jugé exemplaire au sein du service. À la DGSE, son dossier attire les regards. Intelligent, méthodique et doté d'un sang-froid presque inquiétant. Il est l'un des meilleurs jeunes agents du service. Et on le forme au contre-espionnage. Il apprend à décoder les signaux faibles, à flairer les manipulations et à tendre des pièges invisibles. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les tests ultimes pour entrer à la DGSE, c'est de devoir récupérer à la demande de celui qui vous forme plusieurs informations à un gars au hasard autour de vous. 2 hommes au comptoir là avant. Un grand en veste, chemise rose, et un type en blouson jean, 30 ans à peu près. Parfait. Je voudrais leur nom, prénom, profession, numéro de portable. Je vous donne un quart d'heure. Bref, Henri connaît par cœur les rouages de la surveillance, les techniques de filature, l'art d'approcher une source sans jamais se faire démasquer. Son affectation tombe. Pékin. La Chine, à la fin des années 90, n'est pas encore la superpuissance qu'elle deviendra. Mais déjà, dans les coulisses, une guerre silencieuse se joue, une guerre de l'information. Les rues sont saturées de micros dissimulés, les hôtels truffés de caméras, les conversations écoutées en permanence. Au cœur de cette ville, Henri doit surveiller, comprendre et déjouer les services chinois. Son rôle est clair, empêcher Pékin de pénétrer les secrets français. C'est le moment où tout commence à déraper. Une rencontre d'abord banale, une interprète chinoise, souriante, cultivée, attentive. Elle s'appelle Hang Ji, interprète officielle de l'ambassade, mais ce que Henri ignore, c'est qu'elle est régulièrement débriefée par le Guangbu, les services secrets chinois. Officiellement, rien d'anormal, officieusement, c'est une faille. Et dans le jargon du renseignement, on appelle ça une compromission affective. Une relation intime qui devient une arme. Car l'amour ou ce qui y ressemble peut pousser un agent à baisser la garde, à ouvrir des portes qu'il devrait garder closes. Henri le sait, on l'a formé pour reconnaître ce genre de piège. Mais cette fois, c'est lui qui tombe dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce biais de manipulation en lien avec le sexe ne fait pas partie des méthodes utilisées par le service de renseignement français. En gros, trop de risques pour celui qui manipule de devenir le manipulé. A l'inverse, par exemple, au FSB, les services russes, la manipulation par le sexe est dans les mœurs et fait pleinement partie de la formation des agents. Bon, on revient à notre agent qui a craqué sur l'interprète. La DGSE, de son côté, détecte le danger. Des signaux remontent, trop de proximité, trop d'émotions, trop de risques. Henri est alors écarté, rapatrié. Dès 1998, il est rappelé immédiatement et mis à la retraite d'office. Une sanction lourde pour un agent aussi prometteur. Sur le papier, la faille est colmatée, mais au lieu de se protéger, il s'enfonce. Je pense qu'à ce moment-là, Henri a fait le choix de l'émotion plutôt que de la raison. Et dans le renseignement, c'est souvent fatal. Son attachement à cette femme est plus fort que la discipline, plus fort que les règles. En 2003, il franchit le pas. Il épouse son interprète, d'origine chinoise, et s'installe avec elle sur l'île de Henan, au sud de la Chine. Pour survivre, il se lance dans l'import-export et ouvre même un restaurant sur l'île. Henan, une île tropicale aux allures de paradis, mais aussi un lieu stratégique, car elle abrite une base militaire majeure, surveillée de près par Pékin. Pour Henri, c'est un exil, une coupure avec sa vie d'agent français. Pour le Guangbu, les services secrets chinois, c'est une occasion rêvée. Très au courant de la situation de cet agent français, ils ne se précipitent pas. Ils observent, ils attendent. Et puis doucement, subtilement, ils approchent. Un mot aimable, un service rendu, une invitation amicale. Rien de brutal, tout est dans la patience. Car dans le monde du renseignement, on recrute pas un ancien officier comme Henri de Force, on l'apprivoise. Et sans qu'il ne s'en rende vraiment compte, Henri commence à glisser.
L'officier brillant formé pour déjouer les pièges est en train de tomber dans le plus ancien de tous. Tout commence par des conversations apparemment anodines, des discussions sur la culture, sur la politique internationale, sur les voyages. Rien qui ne ressemble vraiment à de l'espionnage. Puis viennent les attentions. Un dîner payé, un cadeau offert à son épouse, des petites marques de considération difficiles à refuser sans paraître impoli. Ensuite, de l'argent. Jamais beaucoup, juste assez pour que cela paraisse une aide, une faveur, une reconnaissance. Henri sait pourtant que ce n'est pas innocent, chaque geste, chaque enveloppe, chaque sourire est calculé. Mais il se laisse faire. Un jour, la question tombe, tu pourrais nous aider, partager ce que tu sais. C'est le moment clé. Dans le renseignement, on appelle ça le point de bascule. L'instant où un ancien agent accepte de trahir. Henri hésite, mais son esprit est déjà affaibli par l'isolement, par sa dépendance à ce nouveau monde, par l'influence patiente du Guambu. Alors, il accepte. Le processus est connu, c'est un retournement. L'homme qui devait protéger la République devient la source d'information d'un service étranger. Très vite, la frontière recule. Les méthodes de détection des espions chinois, les profils suivis par Paris, les identités partielles d'agents en poste. Chaque donnée est un fragment, mais pour la Chine, c'est un trésor. Cela permet de mieux comprendre la mécanique française, d'anticiper ses mouvements et parfois même de neutraliser ses opérations. Henri, lui, se dit qu'il maîtrise, qu'il peut donner un peu sans tout livrer. Il se persuade qu'il reste en contrôle. Mais dans ce jeu-là, on ne reprend jamais le dessus. À partir du moment où l'on franchit la ligne, il n'y a plus de retour possible. Henri est tombé et bientôt il ne sera plus seul à chuter. Son chemin croise celui d'un ancien collègue, Pierre-Marie H. Comme lui, il a servi la DGSE. Comme lui, il connaît les codes, les méthodes, les secrets. Pierre-Marie a un profil bien différent d'Henri. Civil, il a intégré le service de documentation extérieure et de contre-espionnage en 1979. Fervent anticommuniste issu d'une famille catholique traditionnelle, il a fait une carrière honorable, mais finit relégué aux archives. Ce déclassement nourrit un fort ressentiment envers la DGSE, et à cela s'ajoute un besoin d'argent. Pierre-Marie est un homme plus discret, plus réservé, mais tout aussi formé à la clandestinité. Un professionnel du renseignement qui sait ce que vaut une information, et combien elle peut peser dans les équilibres du monde. Henri l'approche lentement. Il ne lui parle pas tout de suite de trahison, mais de frustration, de désillusion et de reconnaissance manquée. Et peu à peu, la graine germe. Pierre-Marie bascule. Dès 2006, les premiers rendez-vous avec les Chinois ont lieu, notamment en Thaïlande. Par la suite, on retrouvera lors des perquisitions chez lui des documents classifiés concernant notamment la Chine et la Syrie, tamponnés confidentiel défense. À deux, ils sont plus forts. Henri devient l'interface, le contact direct avec les officiers chinois. Pierre-Marie, lui, reste la source précieuse. Il a encore accès à des données sensibles, à des documents classifiés et à des réseaux d'information. Ensemble, ils bâtissent un système. Pierre-Marie collecte, Henri transmet et Pékin reçoit. Mais contrairement au cliché, leur échange n'a rien d'une rencontre de fortune, dans des parkings souterrains ou sur un banc public. Non, leurs rendez-vous ont lieu dans des décors paradisiaques, des hôtels de luxe aux Seychelles, à l'île Maurice ou en Thaïlande. Sous couvert de vacances exotiques, Henri et Pierre-Marie disparaissent dans les couloirs feutrés de palaces 5 étoiles. Le soleil, la mer turquoise, les cocktails, tout n'est qu'un masque. Car derrière les sourires, les cartes postales, c'est un autre ballet qui se joue. Dans une chambre d'hôtel climatisée, les officiers traitants chinois attendent. Des enveloppes passent discrètement de main en main, des clés USB changent de poche, rien de théâtral, rien de spectaculaire. Chaque voyage est financé par les Chinois. À leur retour, Pierre-Marie et son épouse Laurence ramènent environ 20 000 € en cash par séjour. Laurence se charge de déposer cet argent en banque. Ce sont justement ces dépôts qui finiront par intriguer Tracfin, le service de renseignement financier, en 2015, déclenchant l'alerte. Chaque échange offre à la Chine une meilleure compréhension des capacités françaises, ses méthodes, ses stratégies, ses angles morts. Et chaque rendez-vous scelle un peu plus la trahison d'Henri et de Pierre-Marie. Ils ne sont plus seulement deux anciens agents égarés. Ils sont devenus une véritable cellule, un duo infiltré au service d'une puissance étrangère. Et pour eux, il n'y a plus de retour possible. Mais dans le renseignement, rien n'échappe éternellement. Les services français, toujours en alerte, commencent à détecter quelques anomalies. Des mouvements bancaires suspects, des dépenses injustifiées, des signaux faibles, comme des pièces d'un puzzle invisible. Les dépôts en liquide de Laurence, l'épouse de Pierre-Marie, paraissent incohérents, trop réguliers, trop élevés. Environ 20 000 € par voyage. La DGSI prend alors le relais. Les agents mettent en place une surveillance discrète, filature, écoute, recoupement. Henri et Pierre-Marie ne le savent pas, mais leur quotidien est désormais scruté à la loupe. Un détail attire l'attention. Des voyages répétés à Zurich, officiellement pour affaires loisirs, officieusement pour rencontrer leur officier traitant chinois. La Suisse est choisie car elle offre un terrain neutre. Loin de la vigilance française, c'est dans des hôtels discrets de Zurich que plusieurs rencontres avec les services chinois ont lieu. L'étau se resserre, chaque déplacement est suivi, chaque mouvement est analysé. Les preuves s'accumulent lentement mais sûrement. Puis vient le moment décisif. En 2017, hôtel de Zurich, Henri et Pierre-Marie s'apprêtent à retrouver leur contact. Mais cette fois, la DGSI est là.
L'opération est minutieusement préparée, les 2 anciens espions sont interpellés, arrêtés en flagrant délit de trahison. Le choc est immense, pour eux évidemment, mais aussi pour le monde du renseignement français. Car ce genre d'affaire est rarissime, le dossier est explosif, les informations livrées à la Chine sont jugées d'une sensibilité extrême. Impossible de les exposer publiquement. La justice décide, le procès se tiendra à huis clos. En juillet 2020, devant la cour d'assises spéciale de Paris, Henri et Pierre-Marie comparaissent dans le plus grand des secrets. Même les journalistes sont exclus. Seuls quelques représentants triés sur le volet sont admis. Les débats sont d'une rare intensité. Les juges, les avocats et les procureurs pèsent chaque mot. Car derrière cette affaire, ce sont des vies d'agents, des opérations et des alliances diplomatiques qui sont en jeu. L'avocate générale, Anne Bamberger, parle d'une trahison exceptionnelle, d'une gravité inédite. Elle insiste sur le fait que les 2 hommes ont non seulement trahi leur pays, mais aussi mis en danger des collègues encore en mission. Henri apparaît diminué. Vieilli, usé par les années d'exil, Pierre-Marie lui garde son côté réservé, presque effacé. 2 hommes qui avaient tout pour réussir et qui se retrouvent face à la justice de leur propre pays. Les verdicts tombent. Henri est condamné à 8 ans de prison et Pierre-Marie écope de 12 ans. Des peines lourdes mais qui reflètent la gravité des actes. Laurence, l'épouse de Pierre-Marie, est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir servi de complicité dans l'affaire. Cette histoire, c'est plus qu'un simple fait divers. C'est une alerte, un rappel brutal que la guerre de l'information est permanente. Pour les services français, cette affaire est devenue un cas d'école. Un exemple enseigné en interne pour rappeler qu'aucun agent n'est invulnérable. Même les mieux formés, même les plus brillants. Henri et Pierre-Marie ne sont pas des espions de roman, pas des James Bond, pas des traîtres flamboyants. Juste 2 hommes, 2 parcours brisés, 2 existences happées par un engrenage. L'amour, l'argent, le ressentiment. Alors moi, quand je repense à cette histoire, je me dis une chose. Ce n'est pas seulement une affaire d'espionnage, c'est une leçon sur la fragilité humaine. Parce qu'au final, ce ne sont jamais les systèmes, ni les technologies qui trahissent un pays, ce sont toujours les hommes.